Nous allons présenter l'enclouage centromédulaire standard du fémur avec le clou CFN, le clou fémoral cannulé et l'instrumentation Syndream. Une pseudarthrose hypertrophique du fémur va nous servir de modèle. On peut positionner le patient en décubitus dorsal ou latéral. Pour cet exercice, le fémur est maintenu dans un étau simulant la position en décubitus dorsal utilisée en pratique clinique. Pour ouvrir le canal médulaire, il nous faut le mandrin universel à poignée en T. Un guide-broche de 3,2 mm, la douille protectrice avec le trocar perforé, la mèche perforée de 13 mm et le compact air drive avec le mandrin à verrouillage rapide pour la mèche. Alternativement, le poinçon pour l'UFN-CFN ou l'ouvre-cavité cannulée peuvent être utilisés. Le point d'entrée se situe dans le prolongement exact du canal médulaire, dans un aspect AP et latéral, au niveau de la région postérolatérale de la dépression piriforme dont la configuration peut présenter des variations anatomiques. Afin de faciliter la localisation exacte du point d'entrée, on peut diviser la dépression piriforme en 3 parties, d'avant en arrière. Le point d'entrée correct se situe dans la région du tiers médian au tiers dorsal. L'utilisation d'un point d'entrée incorrect peut provoquer une fracture du col du fémur, un éclatement du grand trochanter ou des lésions des vaisseaux sanguins de la tête fémorale situés en arrière du col du fémur. Après l'avoir correctement positionné au point d'entrée du clou, un guide-broche est inséré dans le canal médulaire par un mouvement de va-et-vient du mandrin universel. La position du guide-broche au centre du canal médulaire doit être vérifiée sur les 2 plans avec l'amplificateur. Il est souvent nécessaire de corriger le positionnement sur l'un des 2 plans. Si un premier guide-broche n'est pas en position correcte, on le laisse en place afin d'avoir un repère pour l'insertion d'un deuxième. Après avoir obtenu une position correcte pour le guide-broche, le trocar cannulé et sa douille de protection sont utilisés. Afin de faciliter la visualisation, cette étape n'est pas montrée pour cet exercice. On ouvre le canal médulaire avec une mèche cannulée de 13 mm jusqu'à une profondeur de 10 cm, c'est-à-dire près du niveau du petit trochanter. Après avoir retiré le guide-broche, on insère le guide d'alésage de 2,5 mm à extrémité renflée. Avec une pince pour guide d'alésage ou la poignée en T, on enfonce doucement le guide d'alésage dans le canal médulaire. Sur notre modèle, comme dans un cas clinique de pseudarthrose hypertrophique, il n'est pas possible de traverser la zone de sclérose médulaire au niveau de la fracture. Il faut retirer le guide d'alésage. La zone de sclérose médulaire doit d'abord être ouverte à l'aide d'un alésoir à main. En pratique clinique, des alésoirs à main sont disponibles en diamètre de 6 à 8 mm. Après avoir ouvert le canal médulaire, on peut réintroduire le guide d'alésage. En pratique clinique, la position du guide d'alésage au niveau du fémur distal est contrôlée sur les 2 plans à l'aide de l'amplificateur. Le guide d'alésage doit se terminer dans une position centrale au-dessus de l'encoche. Afin de prévenir un défaut de l'axe en varus ou en valgus. En vue latérale, il faut aussi contrôler que le guide se trouve au centre du canal afin d'éviter une perforation de la corticale antérieure. L'instrumentation d'alésage consiste en un arbre flexible et une gamme de têtes d'alésage. Les têtes d'alésage ont des diamètres de 8,5 à 15 mm. Seules les têtes ayant des tranches coupantes non endommagées doivent être utilisées.
Une tête d'alésage émoussée génère des températures corticales élevées et augmente la pression intramédulaire. Pour cet exercice, nous allons utiliser un clou de 11 mm de diamètre. Il faut donc aléser le canal médulaire à 12 mm. Pour le premier passage de l'alésoir, on utilise une tête de 8,5 mm. La tête se fixe facilement sur l'arbre par un système de cliquet. Maintenant, on emploie le Compact Hair Drive avec l'embout amovible pour l'alésage médulaire. L'embout amovible s'ouvre en déplaçant l'anneau du mandrin à verrouillage rapide. L'arbre flexible peut maintenant être inséré. On peut également utiliser le moteur universel avec l'unité angulaire du moteur universel pour alésage. On guide l'arbre flexible sur le guide d'alésage pour l'insérer dans le canal médulaire sans rotation. En pratique clinique, un bouclier de protection prévient toute lésion des tissus mous. Avec la pince, un assistant maintient le guide d'alésage dans l'axe précis de la diaphyse fémorale, évitant ainsi toute rotation du guide d'alésage ou blocage de la tête d'alésage. On pousse l'alésoir dans le canal par un mouvement de va-et-vient à pression légère et constante et à une vitesse de rotation maximale. Ce mouvement libère des débris osseux de la tête de l'alésoir et prévient tout blocage avec l'arbre. Après avoir terminé l'alésage de l'ensemble du canal médulaire, on retire l'alésoir sans tordre le guide d'alésage jusqu'à ce que la tête de l'alésoir soit complètement visible. Il faut que l'assistant retienne le guide de l'alésage pour éviter qu'il ne sorte du canal. En cas de blocage pendant l'alésage, il faut retirer l'alésoir manuellement. Pour cela, il faut déconnecter le moteur. On monte la pince sur le guide d'alésage et par de petits coups de marteau sur la pince, l'alésoir bloqué peut être retiré du canal médulaire grâce à l'embout renflé du guide. Avant de commencer, il faut réintroduire le guide d'alésage et vérifier sa position. Une autre méthode est d'extraire l'alésoir bloqué grâce à la poignée en T à verrouillage rapide qui permet de tourner l'arbre flexible dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer. En pratique clinique, la tête de l'alésoir est retirée en la plaçant dans l'encoche du plateau d'extraction et en retirant sur l'arbre flexible. La tête et l'arbre sont guidés dans le canal médulaire sur le guide d'alésage. On poursuit l'alésage par étapes de 0,5 mm pour atteindre un diamètre de 12 mm, c'est-à-dire 1 mm de plus que le diamètre du clou à insérer. Pour choisir la longueur désirée du clou, on introduit un deuxième guide d'alésage parallèle au premier, marquant l'extrémité exposée du deuxième guide avec la pince. Comme les deux guides d'alésage ont la même longueur, la partie exposée du deuxième correspond à la longueur du guide dans le canal et donc à la longueur du clou. Ces instruments sont utilisés pour introduire le clou centromédulaire. La vis de raccordement est glissée dans l'arceau viseur. On visse le clou solidement sur l'arceau avec le tournevis hexagonal à tête sphérique. Il faut que les dents de l'arceau viseur épousent bien le cran du clou. Il faut également vérifier que l'orientation et donc la courbure du clou correspondent à celle du fémur. La pièce de raccordement est vissée sur l'arceau viseur et serrée avec la clé coudée. Le clou CFN est avancé sur la barre conductrice et introduit dans le canal médulaire à la main. L'arceau viseur sert à guider le clou pendant qu'on l'enfonce dans le canal. Au cours de l'insertion, la barre conductrice passe dans l'ouverture latérale de l'arceau viseur. La masse de frappe permet d'enfoncer le clou. On monte la masse sur sa barre conductrice et on la verrouille en repliant la poignée à 90 degrés vers la barre.
On visse la barre et la masse sur la pièce de raccordement. L'écrou meuleté est resserré avec la clé à couder. Alternativement, le clou peut être enfoncé par des coups de marteau, mais uniquement sur la pièce de raccordement et jamais sur l'arceau-viseur. Le clou CFN est enfoncé dans le canal médulaire en frappant des coups de masse mesurés. Souvent, la vis de raccordement se desserre pendant l'insertion du clou. Il faut la resserrer en utilisant le tournevis hexagonal amovible cannulé glissé sur la barre conductrice. Le clou est enfoncé jusqu'à ce que son extrémité proximale se trouve au niveau ou juste au-dessus du grand trochanter. Pour vérifier la profondeur de l'insertion, on passe une broche vers le grand trochanter à travers le trou de l'arceau-viseur. Lorsque le clou CFN est en position, on retire la masse de la pièce de raccordement en dévissant la barre conductrice. Il faut bloquer la masse sur la barre pour faire cette manœuvre. On retire la barre. Bien qu'en pratique, les indications pour le verrouillage proximal dépendent de la position de la pseudarthrose, nous allons faire un verrouillage proximal pour cet exercice. Le bras-viseur pour le verrouillage standard est monté sur l'arceau-viseur. Si le bras-viseur n'est pas monté correctement, les trous de verrouillage proximal peuvent être manqués. Un verrouillage dynamique ou statique est possible. Avant de forer, il faut resserrer à nouveau la vis de raccordement. On insère le trocard, le guide-mèche et la douille protectrice ensemble à travers le trou statique pour atteindre l'os. Après avoir retiré le trocard, on fore les corticales latérales et médiales avec une mèche cannulée de 4 mm. Il faut poser le guide-mèche fermement sur la corticale latérale pour obtenir une mesure correcte de la longueur. On fore la corticale médiale avec précaution et on lie la longueur du boulon de verrouillage sur la mèche. On retire la mèche et le guide-mèche, puis on insère le boulon de verrouillage. Pour une fixation supplémentaire, on peut introduire un deuxième boulon à travers le trou ovale dynamique du clou. Dès que le verrouillage distal est terminé, on peut retirer l'arceau-viseur en desserrant la vis de raccordement avec le tournevis hexagonal à tête sphérique. Il existe 3 longueurs de vis d'obturation. Aussi, en cas de clou trop enfoncé ou de clou trop court, on peut augmenter la hauteur proximale si nécessaire. Le filetage de la vis d'obturation présente une entaille afin de prévenir son détachement. La vis d'obturation est nécessaire pour éviter la croissance osseuse à l'intérieur du clou. Retrait des implants. À la fin de l'exercice, on retire le clou. On commence en retirant la vis d'obturation ainsi que les boulons de verrouillage distal éventuels. Puis on retire l'un des boulons de verrouillage proximal. On laisse l'autre boulon proximal en place afin de prévenir une rotation du clou dans le canal lorsqu'on attache l'instrument d'extraction. Pour retirer le clou, il nous faut une vis d'extraction, une barre conductrice et une masse de frappe. La vis d'extraction est introduite dans l'extrémité proximale du clou et resserrée fermement avec la clé coudée. On monte la barre conductrice. Maintenant, on retire le deuxième boulon de verrouillage proximal.
et on retire le clou par des frappes mesurées de la masse de frappe.